Mesdames, Messieurs, chers collègues, je ne vais pas dire attaquer les choses sérieuses parce que ça pourrait être mal interprété. Mais après ce très beau témoignage, c'est le terme qu'a, je crois, employé Sylvie et que Daniel a repris à son propos d'ailleurs ailleurs. C'était assez joli ce passage de relais. Donc, après toutes les questions qu'a évoquées devant nous Dominique sur la gestation, en fait, de cette renaissance du muséum. On m'a donc demandé, la FEMS m'a demandé d'animer cette première table ronde sur laquelle je vais vous dire quelques mots sur la méthodologie, à propos de laquelle je vais vous donner quelques éléments sur la méthodologie qu'on a toutes les 5. À l'origine, on était même 6, et malheureusement, l'une d'entre nous ne peut pas être là, et on le regrette et on la salue. Donc, cette table ronde, on l'a préparée toutes ensemble. J'ai appelé chacune des intervenantes. Ça m'a aidé à trouver une articulation sur ce qui pouvait vous intéresser à partir de la commande que nous avions toutes reçue, puisqu'en fait, nous sommes à la manœuvre, mais en fait, on est toutes en situation de répondre à une très joyeuse commande, mais à une commande. Et ensuite, nous avons fait une vision toutes pour nous mettre d'accord sur l'idée d'avoir un seul document de partage avec vous pour éviter une qui parle, et pas un échange croisé. Donc, je voudrais vraiment les remercier parce que c'est un peu rock'n'roll quand même. Je pense que vous allez plus assister à une performance, et n'hésitez pas à venir jouer avec nous, qu'à un truc orthodoxe, académique et tout bien comme il faut. Donc, on va suivre ce cheminement de pensée, de décortiquage qui a été le nôtre et qu'on souhaite partager avec vous. Vous verrez, il y a du banc-titre qui est à chaque fois introduit, chaque séquence où il y a au moins une image, généralement une, ou une image composée, de chacune d'entre elles, avec un rappel du logo pour que quand même, voilà, on sache bien qui est qui et qui parle en fonction de l'image qui vient. Je pense qu'on peut y aller. On a travaillé avec François, qui nous a fait voilà, la mise en forme du PowerPoint. Alors, pour que chacune de nos collègues s'introduise auprès de vous, en forme d'introduction, 2 angles étaient proposés. D'abord, de quel territoire les musées ont-ils été, sont-ils aujourd'hui, mais déjà ont-ils été les représentants? Je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliciter par rapport à aussi bien ce qui a pu nous être dit hier soir que ce matin. Deuxième angle, alors je sais très bien qu'il y a un atelier demain, une table ronde demain animée par Céline Salvetta sur les publics, mais j'avais à cœur que, on se connaît les patrimoniaux, on est quand même beaucoup sur la conservation et quelquefois on oublie les publics. Ça nous a d'ailleurs été rappelé ce matin. Donc, quand même, avant de se poser toutes ces questions de conservation, est-ce qu'on a bien à l'esprit à quel public on souhaite s'adresser aujourd'hui? Voilà. Alors, on y va, et au fur et à mesure que les images vont passer, les collègues vont prendre la parole au gré des images qui apparaissent. Vas-y. Voilà, bon, donc la première image, c'est celle du musée savoisien. Donc, on a 5 minutes pour présenter un peu qui on est. C'est un peu ça. Voilà, qui on est en tant que musée. Puisqu'on est nombreuses, donc voilà. Il fallait partager. Donc le musée savoisien, ses origines, donc c'est le musée départemental. C'est comme ça qu'il s'appelait, parce qu'en 1860, la Savoie est annexée par la France. Donc il y a la création du royaume de Piémont-Sardaigne, on a la création des 2 départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, et le premier président du Conseil général, qui s'appelle Pantaléon Costa de Beauregard, propose, donc il écrit un grand discours, un premier PSC,
qui a été publié, donc c'est merveilleux, un discours où il propose de créer un musée départemental pour en garder, en gros, l'histoire de l'ancienne province perdue. Donc ça, c'est vraiment la fondation d'une collection, au départ. C'est pas vraiment un musée, c'est une collection qui se promène dans Chambéry. Et pour lui, cette collection a vocation à être partagée avec la ville de Chambéry qui va en tirer en gros le bénéfice, en tant qu'en gros une ville qui peut mettre à disposition un local et des vitrines pour la collection départementale. Donc ça, ce musée départemental, il émerge en 1864. Cette collection, elle se promène pas mal dans Chambéry, au château, au palais de justice, jusqu'à ce qu'elle intègre le musée-bibliothèque, ouvert en 1889, donc dans l'ancienne halle aux grains, transformé pour faire un musée, suite au legs du baron Garriot. C'est le legs d'une grosse collection de peintures italiennes pour la ville de Chambéry. Donc on a une bibliothèque, des peintures italiennes de grande qualité, et puis les collections d'histoire, d'ethno et d'archéo, surtout l'archéologie, un petit peu d'histoire et très très peu d'ethnographie à l'époque, mais qui sont accueillis en 1889 au rez-de-chaussée du bâtiment de l'actuel musée des Beaux-Arts. On a aussi après une période où finalement ces collections sont un peu délaissées. Pourquoi ? Parce que les conservateurs sont des artistes, donc Molin, Deshaies, etc., qui prennent en compte surtout les peintures, mais peu l'archéologie. Et il y a un grand congrès des préhistoriens de France au début du siècle, du XXe siècle, qui milite avec une belle... c'est rigolo, c'est une pétition, pour que ces collections d'histoire et d'ethnographie et d'archéologie soient sorties de ce musée et soient intégrées dans ce que vous voyez là. C'est un couvent franciscain dont les origines remontent au XIIIe siècle, qui a été transformé en 1777 en archevêché pour dédier Chambéry dans un diocèse propre par rapport à Grenoble. Et ce bâtiment, avec la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, devient vacant. On pense à le détruire pour dégager le chevet de la cathédrale, ou de le transformer, et finalement, sous la pression d'Hippolyte Muller, le baron Blanc et plein de préhistoriens français, il est transformé en musée, il ouvre au public et classé monument historique, et il ouvre au public en 1913. Donc ce musée est municipal, et vit une vie de musée jusque dans les années 70, avec des hauts, des bas. Voilà. Et dans les années 70, le département de la Savoie, sous la houlette de Jacques Manoury et du préfet Adingue, donc Jacques Manoury est un disciple de Georges-Henri Rivière, donc envoie le département dans une grande collecte. Donc 5 millions de francs sont mis sur la table pour recruter des conservateurs et faire une grande collecte d'ethnographie rurale. Et là, on a l'arrivée de conservateurs d'État, qui étaient déjà là puisque c'est un musée classé, de conservateurs départementaux et de conservateurs villes, avec du personnel d'accueil et surveillance essentiellement ville. Tout ça a fini mal, je le dis brutalement, mais ça marche très bien dans les années 70-80. Le musée savoisien, c'est un musée où il se passe beaucoup de choses dans les années 80, mais en 95, il y a un divorce entre la ville et le département. Le département laisse ses collections, mais reprend à la fois ses budgets et ses conservateurs qui vont créer la conservation départementale du patrimoine. Il se trouve qu'en 2008, le président du département propose à la maire de Chambéry de reprendre en gestion, au départ c'était pas comme ça que c'était prévu, mais bon, de reprendre le musée savoisien. La ville accepte, car la ville a le musée des Beaux-Arts qui vient d'être rénové, ça coûtait très cher. Elle a la maison des Charmettes à rénover, et puis elle a des empreintes toxiques, et puis plein de projets sur la ville. Donc il y a ce projet politique porté par le président du département, et il y a un accord vraiment de gré à gré, un transfert de gestion. Il se trouve que je suis envoyée, étant élève conservateur à l'INP, auprès du département pour réfléchir un peu en avant, c'est en 2016, sur l'avenir des collections départementales. Donc je dresse des lignes qui vont être celles qu'on va mettre en place après. Je sors de l'INP, je suis recrutée par la ville. C'est un peu compliqué à suivre, hein, département-ville. Et puis, le transfert se réalise réellement en 2010-2011 avec le vote du PSC par la ville et le département. Et je m'arrête là.
Voilà, parfait. Vous l'avez compris, des territoires à géographie variable. Et en un mot, tu travailles a priori pour quel public aujourd'hui? Tu prends position. Je ne rentre pas tout de suite dans le contenu du projet scientifique et culturel. On travaille, les petits-enfants, les vieux. On travaille d'abord pour les habitants, dans toute leur diversité. Après, on aura certainement un public touristique. Mais c'est un projet qui est orienté sur l'histoire et les cultures de la Savoie dans une territorialité à géométrie variable. Parfait. Nous enchaînons. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler donc du MUSEM et de cet héritage qui s'inscrit, vous le voyez ici, matérialisé par des bâtiments en lien avec des manifestations, et ça nous permet d'évoquer des problématiques temporelles et géographiques. Alors pour commencer, c'est le musée d'ethnographie du Trocadéro en 1878, en lien avec les expositions universelles. Et cette idée que ce palais, qui est censé être le lieu de l'exposition universelle, soit transformé en musée afin, principalement dans un premier temps, d'intégrer dans des inventaires ce qui sont les objets qui sont présentés par la France, mais aussi par les pavillons étrangers qui intègrent, donc qui sont donnés de gouvernement à gouvernement, les collections patrimoniales. Ce palais du Trocadéro n'était pas initialement prévu pour être un musée. Beaucoup de gens s'en plaignent. Il y a la création des salles de France et on y reviendra. Mais ce deuxième temps qui vous est proposé ensuite, c'est celui de 1937, une année cruciale pour l'histoire du musée des arts et traditions populaires, puisqu'il est créé sous forme de département, intégrant donc véritablement le monde des musées pour un champ qui est celui des arts populaires, défendu par un homme, Georges-Henri Rivière. Et cette année de 1937, c'est une année où se déroule aussi parallèlement l'exposition internationale des arts et techniques, mais aussi le Congrès international de France, le premier à Paris. Et c'est un congrès du folklore, et de là déjà va naître une première tension. Ce musée devait initialement s'appeler, avant le congrès, Musée du folklore français. Et il n'y en sera rien parce que ça sera, disons, un vrai moment de tension entre des universitaires, des historiens qui vont vouloir faire du folklore une discipline parmi les sciences humaines, et qui vont s'adresser à des folkloristes, des régionalistes, qui vont voir d'un très mauvais œil en fait ces universitaires, et leur dire absolument pas, aucune intention de faire science. Enfin, c'est pas dit exclusivement comme ça, c'est dit aussi sous forme de nous, on veut raviver l'âme d'un territoire. Et c'est une première tension qui est assez au cœur finalement des collections et même de ce qui nous anime aujourd'hui dans ces musées de société. C'est justement ce passage terminologique du folklore aux arts populaires, avec en plus ajouter le mot de tradition, qui est une véritable concession faite aux folkloristes à la fin de ce congrès. Et ce qui est flagrant finalement dans ces 4-5 visuels, c'est la très longue gestation du Musée national des arts et traditions populaires. Là, je ne me lance pas parce qu'en 5 minutes, ça serait terrible. Je n'arriverai pas à en faire simplement une synthèse qui, en somme, est le fruit d'une difficulté aussi liée à la discipline, d'être considéré comme quelque chose d'évident après-guerre, notamment quand le folklore a été récupéré par le gouvernement de Vichy. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment être attaché à l'image de Rivière et de son musée. Et donc, cette longue gestation, disons qu'elle a un autre élément marquant qui est 1955, Dubuisson est prix de Rome, et il va être choisi pour être l'architecte du bâtiment du Musée national des arts et traditions populaires, le 3e visuel que vous avez là, qui est en somme une véritable dynamique et d'un musée-laboratoire pensé par un muséologue et un architecte, avec une horizontalité marquée par les galeries culturelles, galeries scientifiques, et une verticalité par tout ce qui était aussi cette envie d'un musée-laboratoire qui donne une place très importante aux ressources documentaires, à la photothèque, à la phonothèque, à la vidéothèque, à la bibliothèque, aux archives, etc.
Et donc, c'est aussi important de signifier ça pour expliciter que dans ce musée, finalement, en quantité, nous, on a hérité d'1 million d'objets et documents. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est la place qui a été donnée et l'intérêt qui a été donné, et d'entrée de jeu en 1937, à justement l'ouverture de ces registres, de la photothèque, etc., qui avait pour but de contextualiser les objets avec la volonté d'une méthodologie qui prenne de la distance avec le folklore, c'est-à-dire aussi penser l'acquisition sur le terrain. Longue gestation, finalement courte vie, puisque ce musée ouvre en 2 temps, 1972 puis 1975 pour la galerie culturelle en 1975, et qui ferme en 2005, sachant que j'ai été intriguée tout à l'heure par ce chiffre de 20 000 visiteurs, parce que c'est justement celui de la dernière année du Musée des Arts et Traditions populaires. Donc ce musée national, finalement, alors va être très peu renouvelé dans sa forme d'exposition de galeries culturelles et galeries scientifiques. Alors ça aussi, c'est une question soulevée, finalement une forme de rigidité possible du parcours, qui a été un des arguments aussi pour dire la nécessité de le voir se renouveler. Le deuxième argument, et peut-être c'est intéressant aussi de le signifier, c'est son emplacement à Paris, notamment désormais à quelques mètres de la Fondation LVMH. Il avait été signifié que peut-être c'était cet éloignement géographique aussi qui a joué en sa défaveur. La Fondation LVMH ne donne pas cette impression aujourd'hui. En tout cas, ce que je dois dire, c'est que moi, peut-être aussi, je bascule sur du personnel, mais je suis arrivée dans ce musée en 2008, un musée fermé. C'était un moment où, justement, les quantités de projets scientifiques, de projets, et là, multiples, vraiment, qui auraient pu voir le jour, notamment celui de revenir au projet du musée d'ethnographie du Trocadéro, de réunir le musée de l'Homme, le musée des Arts et Traditions populaires. Il y a eu vraiment de nombreuses propositions. Celle qui est actée, c'est aussi une décision liée à une volonté de décentralisation d'un musée national en région. C'est aussi celui d'une volonté d'élargissement géographique pour ne plus être limité, disons, à la France dans une dynamique anthropologique, mais plus européenne dans un premier temps. Et Marseille étant choisie capitale européenne de la culture en 2009, c'est un véritable lancement et dans un temps finalement très court qui s'opère pour ce déménagement des collections, chose dont j'ai eu la charge, cette coordination du chantier des collections qui, je dois le dire, c'est pour là aussi quelques chiffres qui font sens, c'est 160 semi-remorques encore. La collection, c'est voilà, beaucoup de volume. Et un déménagement dans ce bâtiment qui était fascinant parce qu'il y avait une quantité d'armoires de derrière les armoires et de derrière les armoires. En fait, et c'était une histoire fascinante que de revenir sur ces décennies avec une équipe. Et ça, c'est aussi un des chiffres qui m'a marqué. Quand je suis arrivée au musée, il y avait une équipe de 125 personnes. À la fermeture, qu'on a rendu les clés des ATP, il y a 5 personnes qui ont regagné Marseille. Et ça, je crois que c'est aussi un élément important à prendre en considération dans la mutation d'une institution. C'était en tout cas quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué, cette crainte de perte de savoir, parce que ce qui était flagrant, c'est à quel point il y avait une équipe investie aussi dans ce musée et dont beaucoup, finalement, avaient beaucoup de choses en tête, mais dont les archives, peut-être, n'allaient pas permettre d'aller pousser et peut-être même de perdre de la connaissance. En tout cas, c'est une belle expérience que de participer à une ouverture du musée, et on arrive donc au MUCEM en 2013, et j'ai aussi souhaité mettre 2 visuels parce que le MUCEM, c'est ce bâtiment de Ricciotti et c'est aussi le centre de conservation et de ressources, et on en reparlera. Merci beaucoup. Les publics ? Alors les publics, si je prends de mon point de vue au niveau du département des collections et des ressources documentaires, qui est cette équipe donc, qui abrite le lieu du centre de conservation, j'aimerais simplement dire que ce centre est dans un quartier, celui de la Belle de Mai à Marseille. C'est pas du tout le MUCEM et le J4.
Et c'est pas non plus une forme de médiation qui passe par l'exposition, mais par les réserves et la confrontation aux objets en réserve. Et là, je dois dire que j'ai pas le temps de décliner toutes les propositions, mais je n'exclurai vraiment personne à aucun moment pour rentrer dans le CCR. Donc mon intention, en tout cas, c'est de s'adresser à tous. Merci pour cet exposé sensible, un peu long mais sensible, qu'il était impossible d'arrêter. Et ce parti pris d'ouverture. On continue. Bonjour à tous. Donc, maintenant, c'est le musée de la vie wallonne à Liège, qui lui est plus récent que les deux autres institutions parce que les statuts ont été adoptés en 1913, donc à la veille de la Première Guerre mondiale. Par contre, il y avait déjà eu une volonté de créer un premier musée à la fin du XIXe siècle pour sauver de l'oubli et de la destruction totale, comme disaient les fondateurs, les témoins du passé, créer un conservatoire des arts et traditions populaires. Donc en 1913, le musée l'institution muséale est créée, parce qu'il n'y a pas de bâtiment à l'époque. Et donc, en fait, c'est vraiment l'œuvre au départ de militants wallons, d'hommes politiques, de dialectologues, de linguistes, qui décident, en fait, de commencer une collecte d'objets et d'archives qui commence dès 1913 et qui va quand même se poursuivre pendant la Première Guerre mondiale. Et ces hommes, ces intellectuels se donnent très vite les moyens pour réaliser, en fait, des collectes. Des enquêtes sur le terrain, et donc dès 1913 ils réalisent un premier reportage filmé où ils vont faire appel à d'anciennes botresses, des hauteuses, pour pouvoir montrer ce que c'était le portage humain, pratique qui n'avait déjà plus lieu à l'époque. Donc ici à gauche, ce qu'on voit, c'est un tournage en 1934, mais donc il faut savoir qu'il y a plus de 200 archives filmées qui ont été réalisées et qui sont toutes numérisées aujourd'hui. Donc en fait, le musée de la vie wallonne, au départ, ce sont des réserves ils vont trouver un local, donc après quelques années, parce qu'ils commencent à amasser beaucoup d'objets. Et c'est vraiment dans une annexe d'un autre musée de la ville de Liège. Et donc, ça va être des réserves visitables pour des intellectuels. Voilà. Et puis en 1930, il y a une exposition internationale à Liège, et donc ils en profitent pour organiser 3 salles d'exposition temporaire, parce qu'ils cherchent toujours une institution, un bâtiment qui pourrait les accueillir de façon définitive. Et cette exposition-là, internationale, va recueillir un certain nombre d'échos positifs de la part de conservateurs de l'époque. Et en 1936, Georges-Henri Rivière viendra la voir et il remettra un avis très positif par rapport à la présentation de l'époque qu'on verra par la suite. Donc, il y a l'ouverture de ces 3 salles-là. En 1931, il y a la création d'un théâtre de marionnettes parce que cet art était en voie de disparition. Et puis, ils recherchent donc toujours un autre local, éclate la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, la ville de Liège leur dit voilà, vous allez pouvoir vous installer dans un couvent de franciscains. Donc voilà. Mais ce couvent, malheureusement, avait été endommagé par une bombe, donc il a fallu le rénover. Et donc c'est seulement en 1970 et 72, parce que l'ouverture là-bas s'est fait en 2 temps, pour les 2 étages, qu'a lieu vraiment l'installation du musée de la vie wallonne, avec toute une série de reconstitutions qu'on pourra voir par la suite. Et donc là, on voit vraiment une évolution à partir de la Seconde Guerre mondiale, où le musée n'est plus seulement un projet réservé à des intellectuels, mais il y a vraiment, on veut mettre le visiteur au centre de la réflexion. Il y a une réflexion muséographique qui a lieu à l'époque, ce qui n'était pas le cas au départ. Un service éducatif est créé, donc il y a des expositions temporaires. Le musée est très vivant. Et puis malheureusement, dans les années 80, la ville de Liège fait faillite. Et donc là, c'est vraiment l'hécatombe au niveau du musée. Plus d'expos, plus d'enquêtes, et puis carrément la fermeture du musée. Et donc 2 ans plus tard, en 1991, le musée va être repris par la province de Liège, ce qui est toujours le cas donc aujourd'hui. Et donc c'est eux qui gèrent alors les collections, mais qui ne sont pas propriétaires des collections. Et donc là, au début, au niveau de la gestion, la province, elle, s'oriente, met vraiment l'accent sur les expositions temporaires, l'ouverture du parcours permanent,
qui paraissait déjà à l'époque désuet, nostalgique. Et donc en 2001, on peut organiser un colloque sur les collections, sur l'identité du musée, parce qu'il avait vraiment perdu le contact avec la société contemporaine. Et on a la chance, le politique accroche, et donc de 2004 à 2008, on va avoir le déménagement des collections, un chantier des collections, et en même temps tout un projet de rénovation tant architecturale que du contenu du musée. Et donc en 2008, on a ce nouveau parcours qui est réouvert. Et là, l'autre dia que j'ai choisi, c'est une des expositions temporaires sur les marionnettes. Donc on voit les 7 nains, et puis on a Blanche-Neige qui est là. Et là, on voit une activité qui est réalisée au musée. En fait, l'exposition s'appelait Super Marionnettes. Elle était basée un peu comme un jeu vidéo. Et un des problèmes, notre musée, il s'adresse à un public familial, adulte. Il n'y a pas grand-chose qui est prévu pour les enfants. Et donc, la médiation doit faire un énorme travail à chaque fois pour rendre le musée accessible aux enfants. Donc, voilà. On clôt notre présentation. Et donc, pour terminer, moi, je vous emmène en Franche-Comté, à 15 km de Besançon, plus précisément à Nancray, au musée de plein air des Maisons Comtoises. Donc, il est l'un des 5 musées de plein air de France, créé en 1983 par un abbé, l'abbé Jean Garneret, qui est à la fois, une figure locale, à la fois ethnologue, dessinateur, conservateur. Cet abbé, en fait, s'est intéressé dès les années 1930 à la vie rurale, au monde paysan, sans pourtant être issu de ce milieu. Mais voilà, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Il va voyager à travers toute la Franche-Comté, faire des dessins, puis des photos de fermes, de tout le patrimoine vernaculaire. Il va aller aussi dans les pays scandinaves, en Allemagne également, visiter des musées de plein air, qui sont un modèle beaucoup plus répandu finalement de musée que ce qu'on peut trouver en France. Et donc il revient avec cette idée de faire son musée de plein air en Franche-Comté pour témoigner finalement d'un monde paysan en train de mourir quelque part, de se transformer. Donc il va créer plusieurs musées successifs jusqu'à donc ce musée de plein air, avec comme ambition de rendre au peuple son butin. C'est vraiment son expression. En fait, de faire prendre conscience aux habitants de ce territoire du patrimoine architectural, déjà dans un premier temps, qui était en train d'être transformé, et plus généralement de tout ce qui faisait la culture comtoise. Donc on en reparlera aussi tout à l'heure, mais il a quelque part aussi un peu idéalisé ce territoire de la Franche-Comté, qui est un territoire quand même un peu composite, avec une histoire finalement assez récente, entre une partie de la Franche-Comté espagnole, un territoire de Belfort qui était rattaché à l'Alsace. Il a aussi finalement constitué une identité comtoise à travers ce musée-là, avec comme idée qu'on puisse visiter toute la région en un seul lieu, à travers une succession de bâtiments qu'il a démontés et remontés sur place. Donc un projet un peu fou, et donc il ouvre au public donc à la fin des années 80 avec 5 maisons auxquelles vont venir s'en ajouter d'autres. Et aujourd'hui donc c'est 35 édifices, donc 13 fermes plus d'autres bâtiments, fournils, greniers, etc. qui viennent compléter cette collection, et 22 000 items. Parce que l'idée, c'est de meubler ces maisons pour en créer des reconstitutions. On en parlera tout à l'heure. Et donc, la visite alterne finalement entre des reconstitutions d'intérieur, aujourd'hui ce qu'on appelle des focus, j'y reviendrai aussi dans la muséographie, et des ensembles de jardins, des enclos avec des animaux, et des reconstitutions paysagères aussi, puisque son idée, c'est pas de constituer un village factice, mais bien de représenter les différentes unités écologiques de la Franche-Comté dans un même lieu. Et donc je reviendrai, comme il est question ici des héritages dans cette table ronde, sur les différents biais en fait qu'on constate encore aujourd'hui à travers l'héritage notamment de cet abbé, et qui sont pas du tout anodins justement pour un visiteur qui arrive sans connaître les lieux, l'institution ou la région.
Tout d'abord, l'abbé Garneret est un abbé catholique et la Franche-Comté ne compte pas que des territoires catholiques. Donc autant dire que les parties un peu plus protestantes de la région, il les a un peu moins fréquentées et elles sont beaucoup moins représentées, notamment à travers l'architecture. Donc là, c'est un premier biais déjà pour un projet qui se voulait exhaustif sur le plan architectural. Déjà, voilà, quand on enlève les parties qui ne sont pas catholiques, on ne traite pas de l'ensemble du sujet. Le deuxième biais qu'on a pu constater dans les collections, puis heureusement qui a pu être comblé un peu depuis, c'est que l'abbé est un homme. Voilà, on peut s'en douter. Donc là aussi, autant dire que les objets, on va dire, qui concernent plus la vie des femmes et des enfants, voilà, c'était pas son domaine de prédilection. Donc là aussi, dans les collections, quand le musée s'est un peu professionnalisé, qu'il est passé du statut aussi associatif à celui de collectivité territoriale, on s'est rendu compte que dans les collections, il y avait un peu des trous dans la raquette et il y avait énormément d'outils agricoles, d'outils en lien avec les savoir-faire locaux, mais par contre, ce qui permettait de rendre compte de la vie des femmes et des enfants, là, c'était un peu moins présent. Donc, quand on veut parler de la vie rurale, là aussi, si on enlève une bonne partie de la population en ne s'intéressant ni aux femmes ni aux enfants. Et le dernier biais qu'on constate aussi, et qui, là aussi, donne une vision finalement un peu erronée de ce qu'est la vie rurale, c'est que les objets, les meubles, tous les objets domestiques, les meubles qui contribuent à faire les reconstitutions en intérieur ne sont pas représentatifs de tout ce qu'était la vie rurale, de toutes les strates sociales aussi qui pouvaient exister. Et en fait, ce qui arrive jusqu'à nous aujourd'hui, c'est soit les objets des familles les plus aisées, parce que c'est pas parce qu'on est... il y a aussi différents niveaux de vie chez les paysans, donc c'est finalement ceux des paysans les plus riches qui arrivent jusqu'à nous, ou alors des objets un peu plus précieux qui étaient transmis de génération en génération, mais finalement ça ne permet pas de faire transparaître tout ce qui constituait le quotidien de la plupart des paysans. Donc on traite à peu près une période de 150 ans aujourd'hui. On a aussi ce biais-là et on donne une image un peu fausse finalement aux visiteurs. Un visiteur qui est en visite libre, qui ne suit pas forcément une visite guidée, a un aspect un peu tronqué finalement, voire une époque ancienne un peu idéalisée, parce qu'il y a un côté très propre avec que des beaux objets qui sont présentés, et c'est pas relatif, David. Tu vas y revenir. Ouais. Les publics, donc on est ouvert que 7 mois dans l'année, comme on a un musée de plein air et qu'en Franche-Comté, en hiver, il fait froid et il pleut. Donc 45 000 visiteurs sur 7 mois, et c'est essentiellement un public familial. Voilà. Très bien. Et local. Donc, on le voit, plus l'institution vieillit, plus c'est complexe, plus c'est riche aussi, et plus, en fait, aussi bien dans la représentation institutionnelle que dans les différents biais qu'il y a toujours. C'est pas possible d'éviter un biais. Il vaut mieux savoir qu'on en a et les assumer. C'est le meilleur moyen de les relativiser. On pourra en parler. On voit donc toute cette complexité qui est exactement proportionnelle à l'ancienneté des institutions. On va continuer d'avancer dans notre décortiquage. Quel diagnostic on fait par rapport à cette histoire d'où on vient et quel sens on va donner ou dénier aujourd'hui au mode muséographique ancien. C'est vrai que c'est vraiment la problématique de cette table ronde, c'est vraiment le sujet du musée en Arlaten. Et donc, avant même de dire ce qu'on propose de faire, qui sera évoqué ensuite, quel statut on confère, quelle reconnaissance on donne à ce dont on hérite. Est-ce que c'est du patrimoine ou est-ce que c'est du fongible ? C'est-à-dire une présentation qui a 10, 20, 30, 40 ans, est-ce qu'elle est éligible au patrimoine, y compris pour relativiser notre manière de le partager, donc pas forcément au premier degré. C'est donc tout ce qu'on va voir maintenant. Donc on reprend le tour de parole. Donc là, vous êtes... alors là, j'ai pas hérité de ça, quand même. Non, mais c'est juste pour vous donner une idée qu'il y a eu quand même des histoires muséographiques.
Donc l'étape que vous voyez là, c'est intéressant parce que ce qui s'est passé donc ça c'est le fondateur, et puis donc c'est une vue qui a été prise dans les années je pense dans les années 50. On ne sait pas exactement dans nos archives, c'est pas toujours bien documenté, mais on sait, et par des échanges avec le musée Arlatan, qu'il y a eu des échanges entre le musée Savoisien et le musée Arlatan, notamment sur des formes de diorama. On voit des femmes en costume des vallées avec des costumes de petites fêtes ou de grandes fêtes dans une cuisine, et on est dans les salons de l'archevêque. Alors c'est génial, parce que une belle fiction. Beau raccourci. Ouais, un bon raccourci, une belle mise en scène, une belle fiction, mais n'empêche que c'était un projet muséographique, c'était déjà très innovant. Nous, ce dont on a hérité en 2000, moi quand je suis arrivée en 2008, c'est des gros travaux dans les années 80, avec une documentation d'archives assez éparse. Moi, pour le PSC, qui a été voté en 2010, j'avais fait des recherches à la fois en archives et aussi en mémoire orale avec des conservateurs qui étaient passés dans la maison. Et puis, donc, déjà, dresser l'histoire un petit peu des collections qu'on a retravaillé beaucoup pour les 100 ans du musée en 2013. Donc ça, c'est important aussi de faire son histoire. Je pense qu'on peut encore l'enrichir, comme dirait Dominique Serena. Elle continue de travailler dessus, on trouve encore des choses, mais on est parti beaucoup des délibérations de la ville et du département, parce que les archives, malheureusement, ont beaucoup disparu. Et puis, donc, l'héritage, c'était un peu un patchwork, des strates, donc une exposition d'archéologie de 1979. J'ai pas d'autres diapos, mais ça c'est le futur. Une exposition de l'introduction à l'ethnographie de la Savoie qui datait de 1983. Donc c'est une juxtaposition comme ça, qu'il y avait le médaillé de 1995, des peintures murales médiévales arrivées dans les années 80 au musée. Donc voilà, on avait des salons de l'archevêque avec des collections plutôt à la fois d'art et d'art décoratif posés selon les siècles dans chaque salon. Donc il n'y avait pas de discours, il y avait un espèce de juxtaposition, de strates, avec un musée finalement qui ne proposait pas un discours entier. Donc le travail qu'on a fait avec l'équipe du musée, c'est de proposer en fait un nouveau parcours et un discours complet en disant on veut proposer sur la Savoie du Paléolithique à nos jours. Et j'arrête là. Non. Là, on examine le diagnostic que vous avez fait. Voilà, donc, ce constat d'une extrême variété, y compris jusqu'en Orient. Dans les collections, oui. Alors, on va du Paléolithique à nos jours avec quelques collections extra-européennes, mais en fait, quand on creuse des collections, c'est plutôt de l'exotique que de l'ethnographique extra-européen, et des collections qui vont d'un intérêt très local et en même temps très anthropologique, un diable de Bessan, et aussi des collections extra-européennes, mais beaucoup d'archéologie, peu d'histoire, pratiquement rien n'a été collecté après 1995, donc pas grand-chose sur le tourisme, pas de grand-chose sur l'industrie. Donc vraiment des lacunes énormes, et par rapport à la volonté de parler de l'histoire géopolitique, très peu de collections. Donc beaucoup de trous par rapport au projet. Parfait. On enchaîne ? Alors, pour répondre à ta question, Sylvie, moi, j'avais tout de suite pensé à cet objet qui est une tête parmi un petit ensemble d'objets retrouvés dans les armoires, les fameuses armoires du Musée des Arts et Traditions Populaires autour des réserves. Et à l'époque, je me souviens avoir semblé donner l'impression d'être folle quand on était déjà sur le déménagement d'1 million d'objets et documents, et qu'il y avait dans ces armoires des objets sans statut. Je dis, non, mais il faut les prendre aussi. Bon, alors sur le moment, parfois, je sentais que ça coinçait un peu. Et en même temps, je me suis dit, avec ces têtes, qu'il y avait quelque chose, c'était déjà un héritage de temps muséographique qu'il fallait creuser, et dont, en fait, l'exercice même est possible. Et je crois que là, on est souvent confronté dans nos musées à des objets où on a l'impression d'avoir des dossiers d'œuvres vides.
et qu'on peut rien en faire, etc. Et je me suis dit, il faut prendre ces objets comme un corpus, vraiment pour mettre en pratique comment Marcel Mauss avait aussi pensé des monographies d'objets, des cas pratiques à étudier pour des étudiants de l'école du Louvre où on partait de rien. Et là, effectivement, avec cet ensemble, on partait de rien. Et puis, en réalité, il est possible de reconstruire leur histoire. Et cette tête, c'est une des têtes de la salle de France du musée d'ethnographie du Trocadéro. Donc, ce musée qui a eu ses salles de France ouvertes en 1884, qui se sont fermées à l'initiative de Paul Rivet en 1928, il y a eu déjà l'intérêt à l'époque de, malgré tout, les déplacer jusqu'au musée des arts et traditions populaires, a priori sans en faire quelque chose. Et en fait, en travaillant sur même cet objet, mis en concordance avec les albums du musée d'ethnographie du Trocadéro, qui était la base en fait de la question aussi de représenter un travail qui était l'anthropométrie, et de l'appliquer sur les mannequins de musée, et grâce aussi à un décortiquage et des inscriptions et les archives, notamment les quelques boîtes d'archives du musée d'ethnographie du Trocadéro aux archives nationales, c'est des factures qui ont permis de remonter justement toute la chaîne de création de ces objets. Et deux choses à ajouter, c'est que de ça, ce que je retiens, c'est que toute la question de la muséographie, encore aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, c'est dire comment on rend vivant en fait. Et le vivant dans les musées, dans les vitrines, c'est toute une question. Et ça reste encore à travailler. Et je crois que cet objet le témoigne bien. Et c'est aussi une dimension spectaculaire. On en parlait ce matin. Je crois qu'il y a dans cette envie de restitution des équilibres à trouver entre quelque chose qui est du ressort de l'esthétique et en même temps du pédagogique. Et ce qui est intéressant dans justement ces fabricants de ces têtes, c'est que c'est lié à en fait des entreprises pour le spectacle, pour l'opéra. C'est du coup aussi tout cet environnement qui reste à questionner, les vitrines, c'est cette inspiration vraiment aussi d'une envie de rendre vivant et de rendre spectaculaire. Merci pour ce diagnostic sensible. On continue ? Donc ici on voit à gauche la diade gauche en noir et blanc, c'est la reconstitution d'un atelier de potier d'étain. Donc voilà comment étaient présentés les objets dans les premières salles du musée. Et puis on voit en 1970, lorsqu'ils ont un vrai cadre, un beau bâtiment, comment ils présentent. Et de nouveau, on retrouve la même façon, le même mode muséographique. Et donc, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu vraiment une évolution au cours... À part la couleur. Voilà. Au cours du XXe siècle. Et donc, quand nous, on a fait la rénovation du musée au début des années 2000, on s'est posé la question, est-ce qu'on garde ou pas les reconstitutions ? Ça a fait l'objet de grands débats. Et le comité scientifique qui nous accompagnait nous a dit non, c'est complètement ringard, nostalgique. C'est vrai que ça a ce côté passéiste, ça fixe une certaine... on est fixé dans le temps, une certaine chronologie. Et peut-être si on peut voir la dia suivante. Ah non, il n'y a plus la cuisine ardennaise. D'accord. Je l'aurai tout à l'heure. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on évolue dans notre présentation. Et donc, on est parti plutôt sur des évocations. Et on a mélangé les périodes. Et quand on a réouvert le musée en 2008, les visiteurs qui connaissaient l'ancien musée et avec qui ils avaient un certain attachement, comme ici à Arles, ils ont dit « Ah, mais il n'y a plus la cuisine ardennaise, etc. Ça ne va pas. » Et ça, on avait dit au comité, je pense qu'il faudrait qu'elle soit là, qu'on montre comment on présentait les collections avant, et puis maintenant, comment on veut les faire dialoguer, vu que maintenant on utilise aussi nos archives filmées, sonores, photographiques, pour illustrer le propos et pour faire parler nos objets témoins.
Et donc, malheureusement, il n'y a plus qu'une classe qui est reconstituée, mais ce n'est même pas la vraie reconstitution. Et donc, on a ces évocations qui montrent l'évolution de l'habitat. Et on le verra tout à l'heure, maintenant, ça parle aussi à notre visiteur, parce qu'il se retrouve dans ce qu'on appelle chez nous la cuisine cubex, la cuisine qu'il y a toujours chez nos grands-parents aujourd'hui. Donc, vous le voyez, un diagnostic quand même un peu sévère. Donc le diagnostic qu'on peut faire nous au musée de Maison Comtoise, bon, sachant voilà, d'un musée de plein air, forcément on est un lieu atypique, c'est à la fois des reconstitutions d'intérieur, donc on n'est vraiment pas là dans le mode du diorama, il n'y a pas de mannequins qui vont figurer les habitants, on est vraiment, en fait, l'idée de départ de l'abbé, et ce qui est encore le cas aujourd'hui, c'est plutôt de reconstituer des intérieurs comme si les habitants venaient de sortir de chez eux. Donc on a, y compris de la vaisselle qui va être sur la table. Là, une photo qui illustre ce qu'on peut trouver dans le parc juste à proximité des maisons, c'est-à-dire du linge qui vient pendre sur le fil pour apporter, alors non pas du coup de l'humain, c'est ce qui manque un peu, mais en tout cas un côté un peu plus vivant. Donc on a les jardins qui sont reconstitués à proximité immédiate des maisons. Donc voilà, des maisons qui sont forcément hors sol par rapport à leur environnement, leur paysage d'origine, mais au maximum, il y a eu un environnement écologique recréé. Donc il y a une mare artificielle, par exemple, qui a été constituée entre la ferme qui vient de la Bresse jurassienne et celle qui vient des Vosges saunoises pour figurer la région des Milletans, la région des Dombes, etc. Donc il y a une reconstitution intérieure et extérieure, et par moment quelque chose de plus, du coup, une autre muséographie avec des collections d'objets. Donc la photo, par exemple, en haut à gauche, avec du matériel agricole qui est aligné, bien rangé, etc. Donc avec des choses un peu plus thématiques. Donc on a cette diversité déjà de muséographie, avec des partis pris qui étaient déjà bien affirmés aussi par le fondateur. La volonté, ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres musées de plein air, de ne pas en faire un musée historique, une reconstitution de village. Donc l'équipe des médiateurs, qui étaient peu nombreux forcément au départ, mais un peu plus nombreux aujourd'hui, n'ont jamais été costumés pour figurer une époque vaguement ancienne. Donc ça faisait partie des choix assumés dès le départ, avec, on verra les évolutions qu'il y a pu avoir. Par contre, une époque un peu vaguement fin 19e, début 20e, dans les reconstitutions de maisons. Donc finalement, une succession un peu standardisée. On passait d'une maison à l'autre sans forcément voir de différence, si ce n'est quelque chose de vaguement local par rapport aux différentes maisons présentées. Et en termes de diagnostic, un diagnostic nuancé, différent entre les maisons elles-mêmes et les aménagements. Alors dans quel sens, entre le choix des... Les maisons sont conservées telles qu'elles ont été posées là. Elles ont été remontées à l'identique, y compris même dans l'orientation, pour respecter l'orientation, aussi pour une compréhension de l'architecture, c'était vraiment son idée. Et par contre, dans les intérieurs, il y avait peut-être un peu plus de liberté dans le choix du mobilier voulait quand même respecter l'origine géographique de la maison, mais il y avait les recherches vraiment sur les habitants de la maison, sur ce qu'ils possédaient comme bien mobilier, c'est venu plus tard. Ok, on aura un point d'appui sans doute là-dessus. On continue. Alors, justement, peut-être un petit peu encore dépasser légèrement cette phase de diagnostic qui doit être la nôtre méthodologiquement, pour décrire cette évolution. Comment est-ce qu'on peut imaginer les critères qui ont été retenus justement pour les différents cas de figure, conserver, échantillonner et détruire, recréer en s'en inspirant ou faire table rase. Parce que c'est quand même bien de l'ensemble de ces questions, voire probablement d'autres, qu'on est responsable lorsque on s'attache, on est nommé, on est en responsabilité pour faire évoluer un musée. Donc on va reprendre une série d'images.
Chez nous, les critères, on peut voir justement qu'on a fait tabula rasa du passé, vu qu'on avait la reconstitution de l'ancienne cuisine ardennaise dans les années 70. Et puis aujourd'hui, comme je vous parlais, on a une cuisine cubex avec une table en formica. Et donc au départ, le visiteur n'a pas accepté, certains visiteurs, surtout un public plus âgé, n'a pas accepté ce changement. Et puis aujourd'hui, les jeunes, ils nous disent « Ah, si, moi je connais, il y a ça aussi chez mes grands-parents ». Ils arrivent à s'identifier par rapport aux propos du musée. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte lors de la rénovation du musée, on le savait déjà, mais ça a vraiment été flagrant, c'est qu'il y avait vraiment des lacunes très importantes dans nos collections qui s'étaient arrêtées, en fait, à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il a fallu commencer à collecter de façon accélérée, vu qu'on avait un temps limité pour la rénovation, des objets pour montrer l'évolution du quotidien des Wallons depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a fait des collectes, soit des appels aux dons, etc., ou proactives pour aller rechercher des électroménagers contemporains, des cuisines équipées, du mobilier. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a toute une série de choses que les gens ne veulent pas donner ou qui ne comprennent pas que ça nous intéresse. Et donc là, on a dû procéder par achat pour tout ce qui est l'artisanat contemporain. Alors, je pense que la dia suivante, c'est le musée... Ah non. Non, c'est la phase d'après. Donc, nous aussi, comme à Liège, on est assez peu... Enfin, c'est pas qu'on n'a pas de scrupules à changer ce qui a été fait par nos prédécesseurs, mais en tout cas, on se permet, du coup, de faire évoluer dans le bon sens, on espère, la muséographie. Déjà, dans un premier temps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les premières reconstitutions d'intérieur, c'était quelque chose, une vague époque ancienne, mais on ne sait pas trop quand précisément, avec parfois même des anachronismes. Et donc le précédent PSC qui date de 2007 a vraiment permis de clarifier les choses et de séquencer beaucoup plus finalement d'une maison à l'autre, de pouvoir comprendre autant que faire se peut des reconstitutions qui vont de 1790 jusqu'à 1950 et là qui permettent de problématiser beaucoup mieux finalement ce qu'est la vie rurale, montrer les évolutions techniques par exemple sur ce qui va concerner le chauffage, la cuisson des aliments, l'hygiène, etc. Et qui apporte aussi de la variété, finalement, qu'on comprenne un peu mieux que, oui, dans une maison qui date de 1840, il n'y a pas l'électricité. Donc, ce qui nous vaut des fois aussi des réflexions de nos visiteurs qui nous disent « Ah oui, mais vos maisons, elles sont un peu sombres ». Oui, mais quand on n'a pas l'électricité et qu'on s'éclaire uniquement à la bougie, forcément, on n'y voit pas aussi clair qu'aujourd'hui. Il ne suffit pas d'appuyer sur un interrupteur. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui permettent aussi notre objectif de musée de société, c'est de faire prendre conscience aux visiteurs aussi quel est le confort moderne et quel est le confort qu'avaient les habitants de ces maisons et en fait quelles étaient aussi toutes les innovations, toutes les astuces qu'ils pouvaient trouver justement parce qu'ils n'avaient pas les moyens auxquels on a accès aujourd'hui. Donc voilà, il y a ce premier point et puis sur la deuxième diapositive, l'objectif aussi c'était d'apporter dans l'évolution de la muséographie un peu plus de variété. Puisque comme je le disais, on a 13 fermes sur le site. Donc une fois qu'on en a visité 2, 3, 4, etc., il y a une lassitude qui peut s'installer. Donc on a apporté ce qu'on appelle nous aujourd'hui des focus. Donc voilà, par exemple, vous voyez les deux photos du bas, le avant-après, où on va introduire en fait des thématiques avec donc des séries d'objets consacrés. Là, en l'occurrence, on est dans la ferme des Vosges chaunoises, donc on va parler du kirsch, de la distillation, la cerise, etc. Donc on présente des objets de collection en lien avec une thématique précise et on a des supports alors essentiellement sur panneaux qui viennent apporter justement un contenu, un regard un peu plus historique sur un sujet donné, ce qui permet d'amener de retrouver un regain d'intérêt pour le visiteur au fil de son parcours. Et du coup on voit bien combien les maisons en tant qu'immeubles, elles sont conservées en tant que telles, l'espace est alors contraint. que leur aménagement intérieur subit
forcément des une transformations évolution, et du coup, on voit bien et le là. personnel du musée qui contribue aussi, qui apporte forcément, enfin, de fil en aiguille sa patte. C'était un des sujets de discussion en préparant cette table ronde d'une assistante de conservation au musée qui était pas du tout originaire de la région, mais dont les grands-parents venaient de Franche-Comté, et qui avait du coup, elle, une vision aussi un peu idéalisée, parce qu'elle connaissait la région qu'à travers ses grands-parents et la maison de ses grands-parents. Donc elle a aussi ses propres biais en fait d'interprétation de ce qu'était la région. Elle a recréé aussi parfois une partie de ce qu'elle a connu et de son histoire à elle, qui n'est pas l'histoire d'une locale à proprement parler. Donc on voit bien les différents choix qui sont possibles, indépendamment de tout supprimer ou pas tout supprimer. Même quand on recrée, on est quand même un peu sur le même format, même si on est sur une échelle chronologique différente. Et puis cette évolution thématique, typologique, voilà, parce qu'il faut quand même bien toujours présenter des collections. On continue ? Donc, oui, on avait aussi un mémorial dédié à la Seconde Guerre mondiale. Donc, nous, en fait, dans le projet scientifique et culturel, le diagnostic avait été fait que sur le territoire, il n'y a ni en Savoie, ni en Haute-Savoie, ni dans le Piémont, de musées qui racontent l'histoire des anciens États de Savoie, puisque vous avez compris que la Savoie a rejoint le giron national français en 1860. Donc, constatant cette lacune, c'était l'idée vraiment proposer cette histoire géopolitique, mais pas seulement. On voulait aussi ouvrir une histoire économique, politique et sociale. Et on a travaillé avec les collègues à partir de nos collections existantes. On a regardé, et avec l'idée du paléolithique à nos jours, on voulait aller sur le contemporain, et on a fait plusieurs scénarios. On avait essayé un scénario chronologique. C'était catastrophique, il y avait beaucoup trop de trous, puis c'était pas très rigolo. Après, on avait essayé un scénario chronothématique. Alors là, il y avait plein de biais historiques, ça nous dérangeait. Et finalement, on a fait, autour des galeries hautes du musée, on a fait en fait un parcours très chronologique, très pédagogique, enfin je l'espère, en tout cas qui se veut sur les grands repères de l'histoire de la Savoie, du Paléolithique à nos jours, en faisant en fait un travail sur la construction du pouvoir et du territoire. Donc nos repères sont l'ère culturelle alpine pour les périodes préhistoriques, et puis après on remonte le temps dans les galeries. On fait donc toutes les grandes périodes, et on arrive jusqu'au contemporain. Et puis, à partir de ce cœur du musée, on a développé des thématiques. Donc, une sur l'environnement et l'économie, qui est dans la même salle que la thématique alimentation, une sur l'habitat, je vais en parler après, une sur s'habiller, une sur les pratiques religieuses et funéraires, et une sur la question de la circulation des biens, des idées et des personnes, qui a un titre pourri pour le moment, ça s'appelle Population et circulation. Voilà. Donc on a travaillé tout ça, et on s'est surtout dit, on a le discours, on a les axes, il nous manque plein de choses, et on a fait énormément d'acquisitions. Donc si je reviens derrière sur la partie, on avait hérité de magnifiques maquettes. Et elles étaient super bien faites, et il y avait un discours très intéressant sur la diversité de l'habitat qui avait été fait par Monsieur Cadenne et Monsieur Gachet. Et on trouvait ça super, mais on a eu envie de l'élargir, parce que sur la partie de l'habitat, on voulait aussi pas être que sur rural, pas que sur... donc si on peut aller sur la diapositive suivante. Donc on a gardé nos maquettes, on en a même fait faire d'autres. Alors, on a fait faire une maquette sur le premier chalet skieur commandé par Noémie de Rothschild à Henri-Jacques Lemesme, dans la même veine que celle-ci. Et puis, on a développé 3 reconstitutions d'intérieur qui n'ont jamais existé au musée, donc on peut continuer à faire des reconstitutions d'intérieur. C'est pas vraiment des dioramas, parce qu'il n'y a personne en costume de ski, par exemple, dans le chalet de Charlotte Perriand aux Arcs 1800. Mais on est en train de remonter donc un studio des Arcs 1800 dans lequel on pourra rentrer. On essaiera que les gens ne s'assiedent pas sur les lits, tout ça, mais bon. Et il y aura aussi une chambre d'officier du sanatorium de Martel de Janville sur le plateau d'Assy, en Haute-Savoie, et une chambre d'un chalet d'alpage. Donc ça, ces reconstitutions d'habitat, elles seront contextualisées par des maquettes du même style, puis des films,
Et puis on a eu un don incroyable d'objets souvenirs alpins, à peu près 570 items, dont 100 petits chalets souvenirs. Et ces petits chalets souvenirs, eh ben, ça fait parler, c'est incroyable. On va en présenter 36. C'est des baromètres, des tirelires, des ranges cigares, des trucs comme ça. Et ça nous permet d'aborder et de déconstruire la question du chalet. Parce que le chalet, bah, c'est en fait une appropriation culturelle. Parce qu'en Savoie, on est très, très, très bon pour piquer la fondue à la raclette, le chalet aux autres, enfin, nos voisins suisses. Et on montre comment voilà, la circulation des biens, des idées, des personnes, et comment le chalet, c'est devenu un emblème du territoire, très, très puissant. Parmi les montagnes, les sapins et les lacs, on a aussi le petit chalet. Et ça sera l'occasion aussi de mettre en contexte à la fois des fermes qui ont beaucoup été remaniées, comme cette ferme de Tarentaise, mais aussi les chalets et puis tout l'habitat touristique des stations de ski qui a un patrimoine architectural remarquable. Absolument. Dernier élément de cette séquence. Ah non, ben on les a passés. Je n'ai supprimé aucune image. Non, alors mais là, je voilà. pense que c'est le titre. Voilà. Ouais, voilà. Oui. On reste encore dans le sujet. En plus, je suis très contente qu'on soit sous la houlette de ce gardien qui est derrière toi, Sylvie, qui est assez impressionnant. En dialogue avec ici, à nouveau, 3 temps de musée. On en a parlé tout à l'heure du rôle d'Émile Marignan, je ne reviens pas dessus, avec voilà, une muséographie, la salle de France, la section française du musée d'ethnographie. Ce passage à l'absence des mannequins, à ces fonds noirs et cette lévitation du gardien Camarguais dans la galerie culturelle. Et ce dernier visuel, donc c'est effectivement dans le cadre d'expositions temporaires pour faire aussi la différence avec peut-être les cas précédents. C'est l'exposition folklore. J'ai mis la vue au Mucem. Malheureusement, elle n'a pas pu ouvrir puisque c'était en 2020, mais peut-être certains l'ont vue à Metz. Et pourquoi avoir fait ce face-à-face ? Parce qu'il me semblait important à ce stade aussi de parler de la muséographie comme un sujet dont s'emparent aussi les artistes. Et ici, c'est un très beau en fait, il appelle ça Diorama Sécession de Pierre Le Guillon, qui date de 2003. En musique, il y a un vrai spectacle qui est complètement inspiré en point de départ de la galerie culturelle du Musée des Arts et Traditions Populaires, qui met ensuite en regard et qui confronte avec des dispositifs muséographiques contemporains d'alors. Et là, je cite Pierre Le Guillon, mais j'aurais pu citer d'autres artistes comme Pierre Huyghe, Christian Boltanski. Et ça me semblait important aussi de dire ce rôle, cette impulsion même que nos musées peuvent nourrir la création contemporaine au sens très large. Et je crois qu'il y avait un deuxième visuel après, je ne pensais pas celui-là, mais c'est très bien aussi. En fait, c'est ce temps aussi long de cette question de la reconstitution qui me semble être à questionner, en tout cas aujourd'hui au Mucem, quand on est parti de cette galerie scientifique en point de départ, qui est donc la galerie d'études au niveau -1, du Musée des Arts et Traditions Populaires, l'intention était que la galerie culturelle s'adresse à un public, au grand public, et donc il y avait des dispositifs muséographiques plutôt spectaculaires, dont l'unité écologique pensée par Rivière, et cette galerie scientifique voulait s'adresser à un public plutôt de chercheurs dans une approche et une démonstration beaucoup plus sérielle, inspirée aussi par Leroi-Gourhan. Et ce qui est dit à ce moment-là, quand cette galerie scientifique est pensée, c'est qu'on va amener le grand public progressivement à descendre vers ces galeries scientifiques. Et cette image, elle est complètement ici, en fait, en questionnement aujourd'hui au Mucem, avec ces visions, ces photos, du centre de conservation et de ressources, où on est dans un cas où le musée, et c'est peut-être aussi son histoire, a vraiment pris de la distance avec l'idée d'exposition permanente et donc propose une programmation riche, mais voilà, sous forme temporaire. Donc cette collection, il faut penser à un autre modèle aussi pour la faire vivre.
Et j'ai vraiment envie d'évoquer cette question avec vous de ce centre de conservation et de ressources, puisque c'est une réserve qui est pensée pour être accessible au public. Au-delà de la réserve, il y a aussi une salle de lecture et une salle de consultation pour les objets. Et là, je crois qu'en fait, c'est le cheminement inverse. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de dire que ce lieu s'adresse uniquement aux chercheurs, mais c'est ce lieu, en fait, qui s'adresse vraiment à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de constater que là, on a une diversité des publics qui se rendent dans ce centre de conservation et de ressources, un rapport à la collection tout autre qui n'est pas celui d'un rapport d'exposition, mais où il y a vraiment une expérimentation encore, je pense aujourd'hui, à creuser, qui en tout cas donne sens à la conservation, à l'héritage, et ça me semblait être important du coup de le signifier. Parfait. Donc la dernière séquence en revenant en arrière. Le sujet auquel tout le monde là maintenant a envie de développer son point de vue, donc on enchaîne. Voilà. C'était quoi la question, pardon? Ok, et je parle de Georges-Henri Rivière. Ok, je pense que je suis au taquet. J'ai dû me mélanger un peu. Je pense que je voulais parler du CCR, mais en même temps très bien parce que ça fait aussi ce lien. D'une forme de conclusion dont je peux très bien en fait partager cette expérience de Rivière et peut-être même le discours qu'il a tenu pour dire finalement à la fin de sa vie que c'était un musicien raté mais un muséologue heureux. Et je crois sincèrement que cet héritage, on peut le considérer comme tragique. Moi, je ne le vis pas du tout, au contraire, d'une manière tragique. Je n'ai pas du tout envie de table rase. J'ai envie simplement de remercier ses prédécesseurs à avoir constitué ce patrimoine qui est d'une richesse absolue. Et cette entrée dans l'exposition Rivière était complexe parce que, bien entendu, j'ai entendu 1000 fois en préparant ce projet d'exposition, c'est de l'entre-soi. Et en réalité, vraiment, l'intention, et peut-être que je me trompe, mais l'intention en tout cas n'était pas celle-ci, parce qu'il s'agissait vraiment d'une intention de dire, à travers cette exposition, on va vraiment questionner le musée, on va questionner le sens aussi aujourd'hui de cette question de l'art populaire, et je crois vraiment encore, et Folklore m'a poussé encore là-dessus à réfléchir, et tout le sens que ça a de conserver ce patrimoine. Et donc, il fallait quand même une introduction pour faire rentrer le sujet, et l'intention, c'était ces dialogues. Alors, j'aurais aimé savoir si ça marchait, c'est difficile à dire, mais vous la voyez ici, c'est à la fois le portrait d'un individu, puisqu'on rentrait par Rivière pour questionner tout ça, ce fameux muséologue heureux. Ça a commencé aussi par une photo au Creusot, où il était accompagné de toutes des générations qui aussi l'ont suivi, ont été formées par eux et qui sont finalement aussi des successeurs, et toute la démarche de Rivière, je la trouve assez fascinante dans cette capacité de réseau. Et ça, je crois, et c'est important peut-être aujourd'hui de le dire à une réunion autour de la FEM, c'est la capacité de dialogue. C'est quelque chose, je pense, qui doit encore nourrir. Il faut se garder ces temps de dialogue, même s'ils sont parfois un peu difficiles tous et toute la tête dans le guidon. Et la deuxième et troisième, il y avait plein de choses qui voulaient être dites, mais c'était aussi ce pan de film sur l'homme orchestre. C'était cette intention, dire voilà, Rivière a été un homme orchestre, il a été le fameux magicien des vitrines. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce face-à-face qu'il y avait avec deux reconstitutions de vitrines dans une approche d'ailleurs d'exercices différents. La première, c'était la vitrine du berceau à la tombe. Pourquoi? Parce que c'était aussi une vitrine qui permettait de dire qu'on allait raconter l'histoire d'une vie, que les arts populaires, c'est aussi cette question des rites de passage, et que ces rites de passage, il la devait aussi dans sa manière de penser à Arnold van Gennep.
Et donc, il y a aussi cet héritage qui devait au folkloriste que lui-même a su s'emparer. Et je crois que c'est simplement ça dont il faut continuer à essayer de faire comme exercice. Et face à cette vitrine, il y avait la dernière vitrine du Musée des Arts et Traditions Populaires qui avait été finalement fermée assez tôt, enlevée la première. C'était celle qui s'intitulait la section La France dans le monde et le monde dans la France. Je trouvais ça magnifique comme idée parce que c'était vraiment aussi un questionnement qui a poussé au MUSEM en réalité. C'était en fait la vitrine jazz. Et pourquoi cette vitrine jazz ? Parce que je reviens au sujet précédent de la question de la muséographie, des reconstitutions, du spectaculaire ou du vieillot. Moi, je trouve dans les vitrines de Rivière, pour essayer d'expérimenter lors de divers cas pratiques des expositions temporaires, ce qu'est monter une vitrine. Et je crois vraiment que lui, peut-être par d'ailleurs son approche de musicien, faisait comme des compositions. Il y avait vraiment une intention de partition avec des vides, du plein, du silence, etc. Et une capacité à orchestrer et à mettre en scène, voilà, qui était spectaculaire. Et ça, je crois que ce geste un peu, finalement, qui est... Je ne veux pas dire qu'on est des artistes frustrés, mais il y a peut-être quand même de ça. Il faut apprendre à aussi rendre beau. Et je crois que le beau rend aussi intéressant et que là, on fait passer des messages. Merci. On continue. Alors, pour évoquer le contemporain, aujourd'hui finalement au musée, ce qu'on y fait, comment on gère aussi ces espaces qui sont contraints, j'en parlais tout à l'heure. Déjà, il y a la question des usages pour nous qui se posent par rapport à la muséographie et qui nous impose aussi un certain nombre de choix, parce que le musée n'est constitué que de fermes démontées, remontées, y compris pour le bâtiment d'accueil, pour les salles d'exposition, les salles qui sont consacrées au public. Et donc, progressivement, on fait aussi des fois le choix de supprimer de la muséographie, non pas pour l'actualiser, mais aussi pour permettre justement un usage plus contemporain des musées. Donc, en l'occurrence, là, en haut à gauche, pouvoir accueillir une exposition temporaire en lieu et place de ce qui était avant un lieu uniquement consacré au machinisme agricole. En haut à droite, des salles qui, là aussi, étaient muséographiées et qui, aujourd'hui, permettent d'accueillir des groupes. Là, en l'occurrence, c'est pour un cours de cuisine avec une chef étoilée. Et puis, on continue, dans les nouvelles acquisitions d'édifices, d'avoir quand même, de garder une muséographie, on va dire, un peu plus classique, mais sans forcément de la reconstitution. Et puis, avec quelque chose qu'on rencontre un peu plus aujourd'hui, avec un cartel... des éléments écrits en plus des objets. Et pour le futur, donc sur la diapositive suivante, finalement, le musée demain, là, comme ce qu'expliquait Marianne tout à l'heure par rapport à l'architecture et puis à l'habitat, se pose aussi pour nous la question de est-ce qu'on doit acquérir au-delà des collections d'objets, des bâtiments plus contemporains, et comment on traite cette question-là, parce que là, c'est pas anodin, on ne déplace pas un bâtiment comme on fait rentrer un objet dans les réserves. Donc voilà, ça pose vraiment de sacrées questions. On pourrait faire le choix, même si c'est un peu caricatural, mais de dire que l'habitat rural, à partir des années 70, c'est aussi de l'habitat pavillonnaire. Donc, est-ce qu'il faut reconstruire un pavillon sur le site du musée ? Donc là, une des questions qui se soulèvent avec un projet de réhabilitation de certains bâtiments du musée, de construction de nouveaux bâtiments, justement, pour des vocations... de réserve, de salles d'exposition, de salles à destination des scolaires, etc. On travaille avec une équipe d'architectes qui a réussi à combiner les deux, c'est-à-dire qu'ils nous proposent, on avait dans notre commande, au moment de passer un concours d'architecte, une galerie pour présenter l'évolution du machinisme agricole, qui était pensé à la base, suite à une demande des élus, en fait, de faire de nos futures réserves des réserves visitables. Voilà, gros sujet. Et donc, on a réussi à négocier avec nos élus, non pas des réserves visitables, mais plutôt une extension des réserves qui, elles, permettraient de présenter le plus gros
nos plus gros objets de collection qui sont forcément difficilement déplaçables, renouvelables, etc. Et les architectes, en fait, nous ont proposé, plutôt que de construire un bâtiment neuf sur le site du musée, de venir sur le même principe que tous les autres édifices, reconstruire en fait un hangar agricole années 50 sur le site du musée pour justement évoquer l'évolution aussi du machinisme agricole, comment on passe d'une ferme où tout est à l'intérieur de la ferme, y compris l'outillage, à des grands hangars qui permettent l'évolution, l'industrialisation de l'agriculture, etc. Donc on arrive ici, avec ce projet, à combiner à la fois un projet vraiment muséographique et puis une acquisition d'un bâtiment qui ne rentrera pas là dans nos collections, mais qui permettra cette évocation plus contemporaine de l'architecture rurale. Et puis un autre type de projet, la photo en bas à gauche, où on va là cette fois-ci sur de l'expérimentation. Parce que dans notre nouveau PSC, on a vraiment à cœur d'être un lieu ressource d'expérimentation pour de la formation professionnelle sur des domaines comme l'architecture, puisqu'on est aussi un musée d'architecture. Et donc là, en l'occurrence, c'est un projet d'abri pour animaux réalisé par des étudiants à la fois en construction bois dans un lycée professionnel du Jura et des élèves architectes de l'école de Lyon qui travaillent donc sur une série d'abris qui sont inspirés vraiment de l'architecture franc-comtoise, puisqu'ils ont visité le musée. Donc, les techniques traditionnelles, la compréhension du lieu, du territoire, des contraintes à la fois en termes de ressources locales, de climat, etc., de l'usage de ces bâtiments, fait qu'on arrive aujourd'hui à aller, non plus sur des bâtiments de collection, mais sur ce que l'architecture contemporaine aujourd'hui a apporté justement pour être aussi plus résiliente, puisqu'on va sur des questions d'écologie, d'environnement, etc. Merci. Donc au musée de la vie wallonne, la collecte du contemporain nous amène aussi à porter un regard sur l'actualité et plus particulièrement sur la crise sanitaire liée au Covid-19. Et donc, comme beaucoup d'autres institutions, dont le MUCEM, on a mené une collecte dès la fin mars 2020 et qu'on poursuit toujours afin de montrer l'évolution de ce moment historique. Et donc, on a acheté une série d'objets, notamment la tasse qui est en haut à gauche, donc qui illustre le problème du papier de toilette. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi, cette razzia dans les supermarchés. Et donc, on a acheté cet objet. Alors, comme j'en ai discuté tout à l'heure sur le temps de midi, oui, cet objet-là, il n'est pas made in Wallonia, il est fabriqué probablement en Chine. On l'a acheté sur Amazon, mais ça fait partie de notre quotidien, de notre façon de vivre. Ça reflète en fait notre mode de vie actuel. Mais par contre, on essaye toujours de collecter des objets qui nous parlent, qu'on peut documenter, comme cette petite fiole, donc en fait qui est un vaccin, le vaccin Pfizer, et qui a été injecté dans les maisons de repos, donc vu qu'on a commencé d'abord à vacciner les personnes âgées, et donc au tout début de la campagne de vaccination. Et donc c'est ça qu'on veut montrer aussi, c'est raccrocher à l'actualité et essayer de documenter au maximum cette collecte. Parallèlement, vous avez en bas à gauche la poupée LOL. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ces petites poupées emballées dans plein de plastique, parce qu'on mène aussi une collecte en fait en lien avec le développement durable, mais aussi tout le problème de la gestion des déchets, du plastique, toutes ces habitudes qu'on a et dont on a difficile de se séparer. Et donc cette poupée, en fait, on l'a achetée fin d'année. On avait une petite queue de budget. On était allé acheter 2-3 jouets contemporains, mais cet objet, il n'a pas d'histoire vu qu'on l'a acheté en magasin. Il est rentré en collection. Et puis maintenant, on a pu obtenir d'autres avec lesquels une petite fille a joué, etc. Et là, l'autre objet aura plus de valeur pour nous. Ce sera vraiment un objet témoin. Et puis à droite, alors là, on a un sac. Donc là, c'est pour illustrer l'upcycling, le recyclage, qui est réalisé à partir de bâches électorales. Donc c'est une artiste, elle récolte les bâches électorales et puis elle en fait des accessoires de mode. Et ici, c'est un sac. Et donc il est écrit en wallon poillon, qui veut dire petit poussin. C'est une façon gentille aussi d'appeler les enfants. Et
donc avec ces collègues du contemporain, on essaye un peu de les valoriser, que ce soit sur notre site internet, notre page Facebook, et on avait fait une vitrine qui montrait un peu notre collecte d'objets, d'items en lien avec la crise sanitaire. Donc on a plus ou moins 150 objets qui sont rentrés en collection. Dans la vitrine, on a montré une petite vingtaine. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était les adolescents, quand ils venaient visiter le musée, disaient « Ah oui, on vit un moment historique et tout, c'est déjà au musée, c'est patrimonialisé. » Donc, ils se rendaient compte, en fait, qu'un musée, c'est une institution vivante qui collecte du patrimoine, qui essaye de donner un sens aux items qui sont là dans notre quotidien. Merci beaucoup. On va donc, voilà, c'est ce que tu viens d'évoquer à l'instant. Tu veux dire deux mots ? Oui, mais donc là voilà la vitrine justement qui montre les objets qui illustrent la crise sanitaire. Et puis donc par rapport à l'autre collecte qu'on mène sur le développement durable, on a imaginé réinvestir là carrément un espace du parcours permanent qui aujourd'hui est consacré à la reconversion économique. Mais seulement ça fait depuis plus de 10 ans que c'est là, donc il y a des secteurs qui malheureusement ne fonctionnent plus très bien, d'autres ça va, et puis il y a des écrans, et on parlait tantôt qu'il fallait un budget de maintenance, etc. Et c'est vrai que chez nous ça n'a pas été prévu après la rénovation, et donc plus de 10 ans plus tard on se retrouve avec 80% des écrans qui ne fonctionnent plus, et voilà, là il y a tout un chantier à mener. Tiens, d'où ça sort ça ? Donc nous, voilà, c'est 2 diapos pour vous illustrer l'idée de la refonte du parcours, donc avec un dépôt de la ville d'Angoulême qui est arrivé en 1960 pour les 100 ans de l'annexion de la Savoie à la France. Et j'adore cette affiche, elle est très classe. Voilà. C'était pour vous dire que voilà, on aborde l'histoire du paléolithique à nos jours et géopolitique comme économique, politique et sociale. Et c'est vrai que ça a été vraiment de retravailler les thèmes avec nos points forts, les héritages de collection, mais aussi de les ouvrir. Par exemple, si je prends la thématique s'habiller, on a beaucoup travaillé grâce au catalogue Vêtir nos identités, dans lequel le musée Arlatan est très puissant, très intéressant. Et sur la thématique de s'habiller, on est vraiment parti avec cette idée de réinjecter du temps long partout. C'est pour ça qu'on s'appelle Musée Savoisien, Musée d'Histoire et des Cultures, parce que c'était l'idée de sortir un peu l'image de la Savoie d'une forme de présentisme. En réalité, fin 19e, début 20e, c'est très puissant dans l'imaginaire de la Savoie, et de remettre du temps long, notamment en travaillant beaucoup avec les archives départementales, en travaillant beaucoup avec nos collections archéologiques. Et sur s'habiller, on parle par exemple de l'apport de l'archéologie à la connaissance des manières de se vêtir. On a fait des reconstitutions à partir de nos peintures médiévales du XIVe siècle de costumes. On travaille sur les brocarts appliqués avec l'Université de Grenoble. Donc, c'est toute comment on rend les tissus sur des sculptures. Après, on travaille sur l'imaginaire du costume. Alors là, vous voyez, c'est le costume des femmes de Tarentaise, de Haute-Tarentaise. Comment c'est devenu l'icône du territoire. Et puis aussi sur le costume dit traditionnel, porté, imaginé, collecté, folklorisé. Mais on n'a pas voulu s'arrêter là et on a ouvert grâce au travail porté par la Haute-Savoie, on a ouvert sur le vêtement de sport de montagne. Donc on fait une collecte de vêtements de sport de montagne. Parce qu'on aime beaucoup les doudounes, vous avez vu la mienne. Mais c'était vraiment pour ouvrir aussi sur l'ultra contemporain. Et dans toutes les parties, on s'est vraiment attaché aussi à arriver jusqu'au contemporain et d'aborder, notamment dans l'alimentation. On part de nos collections, par exemple, néolithiques. On a des œuvres, enfin, on a des objets qui ont été sortis du lac, notamment d'Aiguebelette et du lac du Bourget. Donc, on a des collections du néolithique et de l'âge du bronze qui sont classées patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sont absolument fabuleuses. Et on arrive jusqu'à des slogans comme « Intartiflet we trust », produit par des Grenoblois, mais n'empêche, c'est avec une recette de Haute-Savoie, qui est un de nos territoires, parce qu'on est Savoie-Haute-Savoie. Et on va jusqu'au marketing territorial. Donc voilà, c'est comment on vend l'image du territoire avec les bières Mont-Blanc, quand même, c'est génial, parce qu'on vend de la bière, on n'a pas du tout pratiquement d'orge, ni de malt, ni rien, mais on vend de la bière avec l'image en fait, du géant du Mont-Blanc, et ça, c'est tout l'imaginaire aussi du territoire qu'on interroge. Il y en a une autre, me semble-t-il.
Oui. Ah, voilà, ça c'est une de mes acquisitions coup de cœur. Donc le biface, évidemment, on l'avait depuis le 19e siècle dans nos collections. Donc c'est pour illustrer la temporalité, hein, c'est du paléolithique jusqu'à nos jours. Et là, vous avez en fait, Gabriel, spécial dédicace, c'est la vallée de Chamonix. Donc c'est le réchauffement climatique, parce que c'est quand même sur l'économie du territoire, pour nous c'est une vraie question. Hein. Alors, on a eu de la neige cette année, la saison a bien fonctionné pour le ski. Même si les Anglais ont pu venir moins nombreux. Mais en tout cas, la question du réchauffement climatique, elle travaille vraiment l'économie du territoire. Donc, pour aborder la question du réchauffement climatique, en fait, on ne savait pas trop comment le faire, à part des reconductions photographiques avec des glaciers. C'est un peu classique. 2, vous avez problématique, dès que vous mettez des documents graphiques, faut faire des rotations. Et Dieu sait si on en aura à faire. Et on a découvert le travail d'un peintre du Val d'Arly qui a représenté le changement climatique, parce que c'est un alpiniste obsédé par le changement climatique et la fonte des glaciers. Et il a peint comme ça, on voit les Drues, on voit la vallée de Chamonix, et un seau bleu, c'est le titre du tableau, porté par un petit garçon au milieu d'une oasis. Donc voilà comment on aborde des problématiques contemporaines qui travaillent le territoire. Et nous allons conclure. Ici, c'était une citation que je partage liée en fait à l'exposition GHR, où c'était Philippe Dagen qui disait « Les collections ont été démontées en vue de leur transfert à Marseille, au MUSEM qui a ouvert en 2013. Celui-ci se consacre aux civilisations de la Méditerranée, ce qui n'était pas le cas des ATP, dont les régions de prédilection étaient plutôt la Bretagne ou la Bourgogne. » Conséquence de ce décalage, ces collections ne sont guère visibles au MUSEM. Aussi, ne peut-on s'empêcher de penser que si le MUSEM consacre à GHR une exposition, c'est en partie pour se faire pardonner cette situation. Exposition à demi expiatoire donc, qui présente une quantité très considérable de documents et d'objets. Sur le moment, j'ai été très vexée, je dois vous dire. Et après, je me suis dit, je pense que si ça me pique au vif, c'est sans doute que c'est très vrai. Et de fait, c'était très vrai parce que je me suis rappelé que c'était pas si évident de faire une exposition sur Georges-Henri Rivière. Je me suis rappelé à quel point je voulais quasiment tout sortir et que la production m'a détestée quand j'arrivais avec mes 450 objets à présenter. Et en même temps, certes, c'est vrai. Et ma conclusion, du coup, c'est que je l'aurais peut-être dit autrement de mon point de vue, forcément, qui était, bah oui, mais c'était l'occasion de montrer le potentiel de cette collection. Et je reviendrai sur les mots de Dominique qui dit ténacité, ténacité, ténacité. Oui, et ben je considère qu'avec ténacité, on peut continuer, quoi qu'il en soit dans ce cadre, en tout cas qui est le mien, d'étudier cette collection, d'y travailler, d'essayer de la valoriser dans le cadre que l'on peut avoir pour le faire, et y compris en dialogue avec tous les musées en région. Et je crois que cette collection, on a, quoi qu'il en soit, le temps des institutions, et on l'a vu en introduction, c'est un temps long. Et j'ai très bon espoir que ce qu'on a de mieux à faire, en tout cas, c'est de bien la gérer, de la transmettre et de faire ce que l'on peut avec. Et je suis sûre que les générations qui viendront après s'empareront peut-être différemment d'elle, mais quoi qu'il en soit, elle est là et il y a une très très belle matière. Prenons-en l'augure. Alors, allez-y sur cette dernière image tonitruante, ou qui se voudrait comme telle. Donc moi, je vais commenter le petit dé à coudre qui est en bas à gauche. Et alors, vous aurez peut-être reconnu, c'est le coq wallon. C'était un petit peu à la demande de Sylvie qui m'a dit, mais il faut parler du militantisme wallon. Donc, non, j'ai demandé s'il n'y avait pas un sujet sur wallon flamand. Voilà. C'était difficile d'en parler à l'étranger, mais il me semblait quand même qu'il y avait une attente. Voilà. Alors, donc, c'est vrai qu'au musée, le symbole de la Wallonie, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le coq hardy, donc, qui se différencie du coq français, qui est un coq chantant. Donc, ici, il a la patte droite levée et le bec fermé. Et ici, le coq hardy, c'est un terme, en fait, de vénerie, parce que le symbole qui ont été choisis par les militants wallons, il a fallu d'abord qu'ils s'accordent entre eux. Ils ont choisi le coq, en fait, pour
s'opposer au militantisme flamand, parce que le militantisme wallon, il se définit d'abord par rapport aux revendications flamandes, qui eux, c'est le lion. Et le lion des Flandres, ça c'est un symbole qui remonte au Moyen-Âge. Donc là, alors que le coq wallon remonte à 1912. Donc on peut voir déjà un décalage dans le temps, dans les revendications. Et ce que je voulais montrer aussi, c'était un peu le côté merchandising. Voilà, on trouve ce dé à coudre là qui est fabriqué en Chine, donc il n'a rien de Made in Wallonia. Et c'est un support publicitaire d'un symbole, mais qui ne dit pas grand-chose au wallon, parce qu'on est plutôt dans des sous-régionalismes. On va se définir d'abord par la ville ou la région dans laquelle on habite. Donc c'était un petit clin d'œil, en fait, pour terminer cette table ronde. Alors pour le musée des maisons comtoises aussi, voilà, sur la question de l'identité qui a animé aussi nos réflexions communes, comme pour la bière du Mont Blanc, voilà, on est aussi sur une région qui est très largement identifiée à travers ses produits régionaux, qui est aussi une demande de nos élus. C'est typiquement dans les objectifs stratégiques du PSC, le président du musée m'a demandé de rajouter comme objectif du musée d'être un lieu de promotion des produits régionaux. Et on sait que c'est aussi une attente d'une partie de notre public, qu'il soit touriste ou pas forcément, que c'est aussi une façon pour nous d'animer le site. En l'occurrence, voilà, là, c'est le groupement interprofessionnel du comté qui vient à peu près chaque année, 1 ou 2 journées pendant la saison pour proposer des animations de dégustation, de découverte, etc. Mais ce qui ne nous empêche pas, nous, à côté, aussi d'assumer notre rôle de musée de société et donc d'évoquer toute la pollution des sols qu'il y a autour du comté, forcément qu'on vend beaucoup moins, mais qui est un fait qui est aujourd'hui avéré, mais qui est un peu moins vendeur. Tu. Et aussi, voilà, si on parle des autres produits régionaux, comme la saucisse de Morteau de Montbéliard, qui est là aussi un marqueur gustatif de la région. Et ce qu'on sait moins, en fait, derrière cette image, là aussi, très marketing, c'est que voilà, les porcs viennent pas du tout certains, mais très peu finalement de Franche-Comté, avec des boyaux, par exemple, qui, comme le dé à coudre wallon, viennent de Chine. Voilà, donc voilà, donc voilà, donc on est là aussi, c'est des choses qu'on a en tête, qu'on explique aussi à nos visiteurs, et pour déconstruire aussi une certaine idée que non, les Franc-Comtois ne mangeaient pas tous de la saucisse de Morteau ou de Montbéliard à tous les repas. Expliquer que c'est quelque chose qui est finalement assez récent, ce produit, identifié comme un produit régional, que ça concerne pas non plus tout le territoire de la Franche-Comté. Donc voilà, assumer aussi ce rôle qu'on a joué aujourd'hui. Moi, je vais revenir à la question qui était posée de la légitimité de la réception. Donc, sur la légitimité, nous, on a beaucoup travaillé en pillant l'exemple du musée Arlatan sur de la recherche. En fait, on se rend compte que dans les publications de l'université ou du CNRS, la Savoie n'est pas toujours au cœur des préoccupations. Je ne comprends pas. Mais il y a beaucoup de recherches historiques, on va le dire, mais peu ethnologique. Donc on a procédé par commande, par marché, par convention, tout ce qu'on a eu le droit de faire, parce qu'évidemment, il ne faudrait pas tout le temps passer par des marchés, mais ce n'est pas toujours possible. Donc on a commandé des recherches sur l'industrialisation, sur les pratiques du franco-provençal, par exemple sur les pratiques religieuses contemporaines, des choses comme ça. Donc une série de recherches sur les pratiques alimentaires aussi. On a fait aussi beaucoup d'interviews, donc avec des chercheurs, CNRS, Université, INRAE, plus d'une centaine d'interviews. Donc on était 6 à 8 à un moment sur le parcours permanent, donc voilà, c'est partagé, avec la volonté de faire une histoire qui soit critique, qui n'est pas qu'une histoire lisse du territoire, d'aborder des sujets qui grattent, comme on dit chez nous, dans l'équipe, des sujets on les a fait valider, parce qu'on ne voulait pas faire de surprise à nos élus. Donc, par exemple, des petits sujets comme le retour des loups, le lion turin, les groupes folkloriques, bizarrement, ça
ça dérange. Le franco-provençal, la question du patois dérange beaucoup chez nous. Et puis, bon, l'immigration, les religions, c'est peut-être plus classique, mais c'est pas toujours bien reçu. Notamment quand j'ai présenté le projet à l'Académie de Savoie, j'ai senti que il y a une dame qui a eu vraiment, j'ai senti que le fait qu'on mette un Coran et un chandelier de Hanouka dans le musée, ça l'a chagrinait. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a toutes ces questions-là, et puis, donc c'est vraiment d'être sur une histoire dans sa complexité. Et en même temps, j'ai choisi cette image parce que c'est le nouveau PowerPoint du département. Voilà, on a un PowerPoint à utiliser. Et quand je l'ai découvert, je me suis fait, oh mon Dieu, encore les montagnes, le lac, etc. Et en fait, sur le territoire, il y a la question aussi de la réception du patrimoine, de la culture. Et on voit que le puissant Savoie-Mont-Blanc Tourisme travaille l'imaginaire beaucoup toujours sur on vend les lacs, on vend les sommets enneigés, on vend tout ça. Et il y a une forme d'acculturation où le territoire lui-même, quand on a un PowerPoint du département, on a ça. Et alors le plus drôle, on vient de faire un concours interne pour les fonds d'écran du département, de 2500 agents. La com interne lance un concours pour proposer des fonds d'écran. Et une sélection est affichée et on vote. Et il y avait essentiellement des lacs et des montagnes et des lacs et des montagnes, sous toutes les coutures, sous toutes les neiges, une photo patrimoniale avec la barrière de l'Essayon. Donc je me suis dit, voilà, on est nous-mêmes porteurs aussi, tous les agents de cette image. Et du coup, on a vraiment un travail aussi encore à faire sur l'histoire, parce que le territoire n'est pas encore pensé comme un territoire avec une histoire propre. Voilà, on espère que ce panorama partagé, croisé, vous aura intéressé et vous n'allez pas manquer de poser des questions. Oui, Guy Brun, tu te présentes. Oui, mais Guy Brun, muséographe, scénographe, ceux qui étaient à Bordeaux m'ont entendu et oui, ça va. Sinon, le créateur de l'écomusée de la Margeride, et ensuite, j'avais une société qui s'appelle 1000 lieux sur la Terre, et j'ai fait des réalisations un peu partout en France. Bon. En fait, j'ai deux choses à dire. La première, c'est par rapport au Mucem. Je voudrais juste rappeler, puisque je suis du Cantal, de Margeride, et juste à côté, il y a l'Aubrac. Et je voudrais juste rappeler la RCP Aubrac avec Martine Ségolène. Merci. Alors, je continue là dans ce... On va dire qui se met à parler et rappeler des choses, mais Martine Ségolène, Jean-Henri Rivière, André Desvallées, Lajoux, etc. Et il y a eu un travail de collecte et de recherche énorme dans les années 63-66, je crois. Et toutes ces collections se sont retrouvées ensuite donc, au Musée national des arts et traditions populaires. Et ensuite, ça a débouché sur certaines unités écologiques comme le Buron, comme la ferme des Fajous et comme par exemple pas mal d'objets qui étaient en lien avec le carnaval. Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est créé un parc naturel régional de l'Aubrac avec un projet de maison de l'Aubrac. J'ai été sollicité, vous entendez là Oui, j'ai été sollicité pour faire partie du jury par rapport à ce projet de maison. Je me suis dit, mais quelle chance, on va enfin avoir plein d'objets qui arrivent, qui sont en attente au Mucem, et j'espère qu'ils vont revenir là, c'est l'occasion que certains reviennent dans leurs espaces. Et donc, je me suis demandé, est-ce qu'il y a eu le contact? Ils m'ont dit oui, sauf que les élus ont refusé. Voilà. Non, mais ça, c'est par rapport à ce il faut que certains objets, par rapport au devenir de l'héritage,
là, par exemple, de suite, ces objets pouvaient retrouver leur place. Et de suite, bien sûr, on l'a mis en avant parce que c'est un musée national, des collections nationales, donc on a mis en avant toutes les mises en valeur. Et les élus ont refusé. Du coup, j'ai dit, écoutez, puisque c'est comme ça, je ne serai pas membre du jury. C'était Très bien. Alors, la deuxième question. ouais, j'aurais. Est-ce que je pas, c'est pas vraiment une question, mais je rebondis. En fait, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'expo Rivière, mais on avait remonté le bureau d'Aubrac et refait un terrain avec Martine Ségalen en proposant justement de retourner sur place. Et ça, c'est un exercice que je dois avouer faire dans mes temps perdus de vacances, et notamment dernièrement la Forge de Saint-Véran dans le Queyras. C'est vraiment retourner sur le terrain, essayer de retrouver précisément où c'était, essayer de voir s'il y a des gens que ça intéresse. Et moi, je suis assez sensible à ce retour possible. Alors, je ne demande pas à toutes les régions de hurler restitution, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose à opérer et on voit qu'il y a des territoires très sensibles et d'autres où effectivement la question ne se pose plus. En revanche, pour le bureau, oui, nous avions reçu une lettre, on avait échangé, puis plus rien. Et effectivement, ce que j'avais appris aussi, c'était un rejet politique de cette proposition. Non, je n'arrive pas, moi je ne suis jamais arrivé à faire on va dire, employer entre guillemets le mot reconstitution, sans en profiter pour raconter l'histoire d'une famille. Ce qui m'étonne un peu par moment, c'est la dimension anthropologique. Les humains sont où, quoi ? Même dans vos choix d'entrée de nouveaux éléments dans vos collections, bien sûr qu'on parle du sanitaire ou autre, etc. Mais je trouve que, en ce qui me concerne, j'ai toujours mis en place la moindre table, le moindre objet, parce qu'il était là pour dire Marie, Pierre, Jean-Louis, Claude ou Vincent. Je crois qu'elles ont bien compris. Alors, pour répondre à la question, c'est vrai qu'on est contrainte par le temps, donc on peut difficilement s'étendre sur tout ce qu'on a à dire sur nos musées. En l'occurrence, nous, alors c'est pas le cas de toutes les reconstitutions, mais par exemple, l'une d'entre elles, dans notre ferme du Haut-Doubs, on parle de reconstitution parce que on a travaillé à partir de l'inventaire après décès du propriétaire. Donc, ce n'est pas ces objets en tant que tels, parce qu'on n'en a plus la trace, mais on a travaillé donc, à partir d'une archive authentique pour trouver des objets qui correspondent en termes de style, etc., pour aménager cette maison pour pouvoir dire... En 1811, au moment du décès du propriétaire, l'intérieur de la maison ressemblait à ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a des évocations sonores des habitants de la maison pour apporter un côté humain et de pouvoir dire... ce qu'on ne peut pas, pour le coup, rapporter aujourd'hui. Donc, quand on parle des fermes de haute montagne, expliquer qu'il y avait 4 mètres de neige l'hiver, que l'hiver durait 6 mois, etc., c'est via, du coup, des messages sonores. Enfin, je ne parle pas de la médiation humaine qui vient en plus. Mais donc, il y a ça pour rapporter de l'humain. Et après, on a aussi une partie de nos objets pour lesquels on n'a pas ni l'origine, le propriétaire, donc pour lesquels on n'a pas d'infos. C'est le cas d'une partie de nos collections parce que c'est l'histoire aussi des collectes qui veut ça. En revanche, pour certains, quand on a une vraie histoire à raconter, on la raconte. Je cite juste un exemple, une couveuse qui est présentée dans une maison et pour lequel on a l'histoire, on sait, c'est un père de famille qui a réalisé de ses mains une couveuse pour sa fille qui est née prématurée. Donc là, on a une histoire à raconter et quand on peut le faire, on le fait bien évidemment. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Oui, il y a différents cas de figure, mais on a bien compris tout l'intérêt de cette question. Une autre question ou deux questions rapides encore un petit peu là ça s'adressait un peu à toutes les collègues sauf Marie-Charlotte qui nous a déjà exposé son sujet. Est-ce que vous avez été confronté donc à la conservation d'éléments du coup de l'ancienne muséographie,
mais que vous n'avez pas jeté, enfin vous êtes posé la question, vous avez pu la démonter mais pas la jeter, et du coup aujourd'hui elle est peut-être, vous posez la question de sa patrimonialisation. Ou est-ce que c'est trop gros et ça prend trop de place Nous, on a gardé des éléments de muséographie du 19e siècle, des vitrines, une armoire vitrée, on les a entrés en collection. Mais sur donc c'est du mobilier assez classique, mais ça on trouvait que c'était quand même à conserver. Après, sur le 20e siècle, c'était vraiment des choses en plastique. On a fait des relevés photographiques des salles. En fait, en quittant le musée, on a tout photographié. Voilà, parce qu'on savait aussi qu'on allait casser des dalles, changer des cloisons, mettre des ascenseurs, et qu'il y aurait des changements. Et on voulait conserver la mémoire. Et puis là, on documente, par exemple, on refait, il y a des salons 18e avec 7 couches de décor et qui sont en travaux. On fait une couverture photographique hebdomadaire de tout le musée pour conserver cette mémoire, plus une commande artistique photographique, mais là, c'est autre chose. Voilà. Mais après, conserver matériellement, pour nous, c'était quand même beaucoup du mobilier muséographique d'assez mauvaise qualité. En fait, c'était soit du bois peint, des choses comme ça. Ça n'avait pas un intérêt grandiose. Par contre, de photographier, de documenter pour avoir cette mémoire qui, quand on a pu tomber sur des bribes de muséographie ou des descriptifs, c'est quand même, pour connaître l'histoire du musée, pour nous c'était important. Donc on s'est dit, pour nos successeurs, il faut qu'on le fasse. Voilà. Documenter plus que patrimonialiser. Oui, documenter, photographier, conserver, archiver et intégrer dans la base de données. C'est ça, de la documentation, pas du patrimoine. Nous, c'est un peu comme au musée Savoisien, on n'a pas conservé le mobilier parce qu'il datait essentiellement des années 70, il n'avait pas beaucoup d'intérêt. L'ancien mobilier n'avait pas été conservé. Par contre, on a filmé et on a photographié tous les anciens ateliers pour vraiment garder une trace. Et alors, ce qu'on a pu faire une fois, c'est on a reconstitué tout l'atelier de Charon qu'on a pu voir dans un autre musée qui a été présenté pendant plusieurs années. Et ça, on essaye de plus en plus de faire des mises en dépôt dans d'autres institutions muséales. Et puis pour nous, la question se pose moins parce que le contenant de nos collections sont les maisons, donc effectivement là on les garde. Et puis il y avait assez peu finalement vraiment de matériel muséographique en soi au démarrage du musée. Donc aujourd'hui on réutilise au maximum bien sûr les vitrines pour des questions d'économie, etc. En revanche on a tout ce qui va être panneaux, des choses comme ça qui sont renouvelés progressivement parce que certaines expos focus sont déjà presque 20 ans. Là, c'est aussi des questions de matériel qui font que c'est plus récupérable en l'état. Donc là aussi, on documente tout ce qui a été fait pour en garder une trace, mais on ne conserve pas physiquement les éléments. Merci beaucoup.